Bonjour mesdames et messieurs, nous allons vous présenter les résultats de notre veille sur le consommateur européen de demain dans l'univers de la peinture et de la décoration. Pour commencer, nous allons vous présenter comment on peut caractériser ce consommateur européen de demain. Puis nous allons approfondir les préconisations que nous vous avons présentées dans notre dossier. Donc pour commencer, qui est ce consommateur de demain ? Eh bien, on pourrait plutôt parler de consommateur que de consommateur, puisqu'il est en effet écologiste, actif et connecté. Alors, il est écologiste parce qu'il cherche des marques soucieuses de l'environnement, puisqu'il y fait lui-même attention. Il est actif parce qu'il aime personnaliser les produits qu'il achète. Et il est connecté parce qu'il consulte régulièrement les réseaux sociaux, les sites internet. Ainsi, il peut aller y chercher de l'information, des tendances. Il va également pouvoir poser des questions s'il a besoin. Donc, pour la suite, je vais laisser la parole à Morgane. Alors, en effet, si ce consommateur européen de demain suit cette logique, on peut noter plusieurs types de consommateurs, notamment dû aux différences de pays et de culture. Nous avons fait 3 ébauches de personas pour représenter ça. Donc d'abord Dolores, qui est connectée, notamment par le réseau social Facebook et les nombreux appareils technologiques qu'elle possède. Ensuite, Natalia, qui est active, du fait qu'elle aille chercher des tutoriels pour se débrouiller elle-même pour personnaliser ses produits. Et enfin, John, qui, comme Dolores, est connecté, mais lui, contrairement à Natalia, va plutôt chercher à payer des professionnels pour s'occuper de sa décoration. Nous n'avons pas fait apparaître l'aspect écologie dans ces personas, du fait qu'il s'agisse d'une prise de conscience progressive collective, donc pas réellement quelque chose de représentable pour ça. Je vais maintenant laisser la parole à Rebecca qui va vous parler des nouvelles communications. Alors, comme l'a dit Morgane, je vais vous parler des nouvelles communications et je vais commencer par les réseaux sociaux. Alors tout d'abord, je vais vous parler de Pinterest. Comme expliqué dans le dossier, Pinterest est un réseau social visuel et un catalogue d'idées. Donc si vous faites un compte Pinterest pour V33, ce que nous vous recommandons, vous pourrez trouver des inspirations, en proposer, présenter vos produits et même faire de la veille. C'est un moyen de communication qui est très rentable, il est très utilisé, très populaire et d'autant plus gratuit. Il permettrait d'ailleurs de générer du trafic sur vos sites car les épingles contiennent tout un lien qui redirige vers une page internet et vous pourrez même par exemple rediriger vers votre boutique en ligne de testeurs. D'après les chiffres sortis en 2017, 87% des utilisateurs de Pinterest sont des femmes et les femmes sont le public cible du secteur de la décoration, donc ce n'est pas à négliger. Autre réseau social important, Twitter. Alors Twitter, c'est un excellent outil car il permet de faire du bouche à oreille instantanément grâce aux retweets qui permettent de partager en un clic de l'information à ses abonnés. Twitter est pratique pour répondre aux consommateurs, pour les aider, pour partager des bons plans. D'ailleurs, Twitter, dans ce cas-là, vous servirait donc davantage de SAV. Cela permettrait notamment d'éviter les avis négatifs à votre égard qui sont facilement trouvables sur Internet, qui ne sont pas dus à la qualité de vos produits, mais à une mauvaise application. Donc la personne pourrait poser une question sur Twitter en public ou en privé, et vous pourrez apporter une réponse personnalisée au consommateur. D'ailleurs, 80% des questions de SAV sont posées aujourd'hui sur Twitter. Contrairement à Facebook, qui sert à engendrer des réactions, ce que les professionnels attendent avec Twitter, c'est de l'interaction. D'ailleurs, pour approfondir mes propos, j'ai des statistiques à vous présenter. 42% des utilisateurs suivent les marques pour le service client sur Twitter. 48% estiment que la marque tient compte de ses utilisateurs si elle a un compte Twitter. Et enfin, 74% des utilisateurs ont une issue positive suite à une réclamation sur Twitter. Autre moyen de communication qui n'est pas à négliger, le packaging. Alors nous avons vu dans le dossier que le consommateur était de plus en plus connecté et qu'il aimait être guidé durant son achat. C'est pourquoi nous vous proposons d'aller dans ce sens en incluant par exemple un QR code sur vos packaging. Par exemple, vous pourriez rediriger ces QR codes vers votre chaîne YouTube, vers votre site avec la fiche produit ou même sur un tutoriel Pinterest que vous pourrez créer. D'ailleurs, le consommateur, comme il est connecté, il pourrait flasher ce code en magasin pour être sûr de son achat et voir à quoi lui servirait le produit ou même pour avoir des informations.
mais il pourrait aussi le scanner chez lui pour avoir des détails sur le produit ou pour avoir une inspiration. Je vais maintenant laisser la parole à Noémie, à Mathieu. Pardon. Moi, je vais vous parler de la transition numérique et à ce sujet, ce qu'on peut vous conseiller, c'est de poursuivre ce qui a déjà été entamé. Alors, vous avez récemment lancé votre boutique en ligne. C'est un bon point parce que ça vous permet de vous démarquer de vos concurrents. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont déjà fait actuellement. Mais le petit souci, c'est que cette boutique en ligne, elle n'est pas très visible pour le consommateur, pour l'internaute. Comme vous pouvez le voir, le seul moyen d'y accéder, c'est de faire de cette manière, donc en cliquant sur un onglet qui n'est pas directement visible sur la page d'accueil. Et par ailleurs, les seuls liens qui mènent à votre boutique sont donc sur v33.fr. Il faudrait la mettre en avant, que ça soit sur vos réseaux sociaux, mais aussi sur vos sites, et donc pas seulement sur v33.fr. Vous dites également que vous réfléchissez à vendre vos produits sur Amazon ou sur ManoMano. Alors il faudra faire attention aux revendeurs qui sont présents sur ces pure players, parce que de ce fait, il y a déjà de nombreux de vos produits qui sont vendus sur ces sites, donc il faudra faire attention à ne pas être en décalage ou même, on pourrait dire, en concurrence avec. Mais globalement, le e-commerce, quand même, c'est un secteur qui est porteur, qui est en pleine croissance. Donc comme vous pouvez le voir, au troisième trimestre 2017 en France, le e-commerce a connu une croissance de 20% dans le secteur de l'ameublement décoration. Et cette dynamique elle va continuer puisque le e-commerce devrait représenter 20% du marché de la décoration d'ici 2020. En plus de ça, cette tendance ne se limite pas seulement à la France, mais concerne toute l'Europe, puisque c'est votre cœur de cible. 55% des consommateurs européens achètent aujourd'hui sur Internet, et en premier lieu, donc, comme vous pouvez le voir, les Britanniques. Et par ailleurs, le e-commerce, ça pourrait être un moyen de revenir sur le marché allemand en ouvrant votre boutique à d'autres pays que la France, et donc notamment à l'Allemagne. Mais la transition numérique, ce n'est pas que le e-commerce, c'est aussi les sites Internet. Alors, ce qu'on peut remarquer assez facilement, c'est que vos sites Internet sont assez différents graphiquement en fonction des pays. Alors, ça montre que vos différentes filiales sont indépendantes, mais il y aurait un avantage à avoir une identité graphique commune pour tous les pays où vous êtes présents, puisque ça permettrait une identification plus facile pour le consommateur. Et par ailleurs, sur ces sites internet, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'ils ne sont pas responsives, c'est-à-dire ils ne sont pas tous responsives, c'est-à-dire que le contenu ne s'adapte pas forcément à la taille de l'écran. Donc comme vous pouvez voir, le site V33 France, le contenu ne s'adapte pas à la taille de l'écran, donc la consultation va être moins pratique sur téléphone portable par exemple, alors que le site britannique, lui, il est responsive, donc la consultation va être d'autant plus facilitée sur un mobile ou sur une tablette. Et justement, ce n'est pas un point qui est à négliger, puisque depuis octobre 2016, il y a plus de consultations de sites internet sur mobile ou tablette que sur ordinateur dans le monde. Et ça concerne également le commerce en ligne, puisque un tiers du commerce en ligne se fait actuellement sur mobile. Et donc, pour finir, je vais laisser la parole à Noémie, qui va vous parler de l'éco-responsabilité. Donc, comme l'a dit mon camarade, notre dernière préconisation est la mise en avant de votre éco-responsabilité. La raison étant que l'écologie prend de plus en plus de place dans nos sociétés et impacte de façon croissante sur les modes de vie des consommateurs et par conséquent des producteurs. En effet, on l'a vu précédemment, les consommateurs deviennent de plus en plus exigeants envers les produits qu'ils achètent et utilisent. Et dans certains cas, ils seront amenés à condamner des entreprises responsables de dégâts ou problèmes environnementaux ou sanitaires. Donc c'est vraiment un enjeu à ne pas négliger aujourd'hui. D'autant plus que votre cible est constituée des pays européens qui sont les pays les plus... Mathieu. Qui sont les pays les plus écologiques au monde, comme l'illustre ce top 10, entièrement constitué des pays européens. Donc c'est vraiment, du coup, pour votre groupe, quelque chose d'important à intégrer dans votre stratégie. Donc les objectifs visés par cette mise en avant de votre éco-responsabilité serait du coup d'éviter tout scandale qui pourrait ternir à de plus ou moins long terme votre image. Donc on pourrait illustrer l'exemple de l'affaire Volkswagen. Et dans le même coup, cela pourrait vous aider à valoriser votre image en vous créant une identité plus verte et plus écologique.
et ainsi vous garantir des parts de marché à gagner. Donc pour y arriver, nous vous conseillons 3 conseils qui se basent tous sur la même ligne directrice, qui est une meilleure visibilité et une meilleure communication autour d'actions que vous faites d'ores et déjà. Donc d'abord, la mise en avant de votre engagement écologique qui n'apparaît pas vraiment qui apparaît mais très peu sur votre site internet et très difficile à voir. Il faudrait le mettre plus en avant de la même façon que les autres engagements que vous présentez sur vos sites. Ensuite, il faudrait aussi que vous mettiez plus en avant les produits écologiques que vous offrez à vos clients, comme les peintures dépolluantes que vous proposez. Donc c'est un bon point de les avoir. C'est un secteur, on va dire, clé du coup en relation avec l'écologie. Toutefois, vous n'en parlez pas assez et c'est dommage. Du coup, le consommateur n'a pas forcément conscience que vous en proposez. Donc cette mise en avant pourrait se faire notamment via les réseaux sociaux, donc en publiant régulièrement des publications les présentant et mettant en avant les bienfaits environnementaux qu'ils pourraient amener et ainsi sur leur utilisateur. Enfin, vous pourriez également mettre en avant les partenariats et les programmes écologiques auxquels vous participez. Donc nous pensons notamment à vos partenariats avec EcoDDS et Sourcing FFC. Ah, on n'entend pas. Pardon. Et Sourcing FFC. Donc ces partenariats sont bien puisqu'ils montrent que vous êtes des personnages actifs dans l'univers, on va dire, de l'industrie verte et plus durable. Mais on n'en entend toujours pas assez parler. Et c'est dommage. Et ça pourrait du coup vous aider à votre image écologique et votre identité écologique. Dans la même idée, vous pourriez aller plus loin en créant votre propre programme écologique, comme l'a fait le groupe Socoda, qui est comme vous présent dans le secteur de la décoration et qui a créé son service de gestion et de recyclage des déchets professionnels, donc grâce à l'aide d'organismes spécialement dédiés à cela. Et il s'agit d'un service qu'il propose à tous les professionnels se sentant concernés et voulant justement s'intégrer plus facilement dans l'industrie durable. Donc ça donne une image qui peut que être valorisante, puisqu'on montre que vous êtes actif dans le monde de l'industrie écologique, mais également que vous souhaitez aider vos pairs à entrer vraiment développer l'industrie durable. C'est donc en suivant les 3 préconisations que nous avons présentées que vous serez les plus à même à anticiper et à vous adapter aux besoins et demandes du consommateur européen de demain. Merci de votre attention. J'ai la main qui tremble, ça va trop perturber. J'ai trop envie de tousser. Ah ouais ? Merci. Le jury a-t-il des questions ? Je suppose que oui. Vous recommandez en termes de développement très intéressant pour le groupe, le e-commerce. Donc aujourd'hui, effectivement, on voit de jolies perspectives, des croissances à 2 chiffres sur le e-commerce selon certains secteurs. En quoi vous pouvez être certain que le e-commerce connaîtra les mêmes croissances quand on parle de bricolage et de la peinture, quand aujourd'hui il ne pèse que 3% du marché du e-commerce ? C'est parce que en fait, il va y avoir une plus en plus importante digitalisation aussi bien des magasins, des produits. N'importe qui en fait va avoir de plus en plus tendance à passer par le numérique, par Internet. Donc ça va se développer à l'avenir grâce à cela, on va dire un peu. Et c'est aussi parce que les magasins, les fabricants font cet effort. Voilà, il y a des magasins par exemple qui vont proposer un service de Wi-Fi dans les magasins. Donc, ça ne concerne pas directement le e-commerce, mais ça va faire que les gens vont avoir de plus en plus tendance à consulter Internet. Et donc, par cela, s'il y a la possibilité d'acheter directement sur Internet sans passer par le magasin, c'est un peu un gain de temps pour le consommateur. Alors, qu'est-ce qui expliquerait aujourd'hui qu'il y ait effectivement de grosses croissances, si je prends par exemple l'habillement, et qu'on ne connaît pas les mêmes croissances sur la peinture ou le bricolage aujourd'hui ? Après, c'est plus difficile, on va dire, pour un consommateur de se projeter au niveau de quelque chose de physique qui n'aura pas apporté. Il n'a pas vraiment, je pense, les mêmes perceptions par rapport à un vêtement. Donc, il a déjà, on va dire, la taille précise. Ah, encore ?
son idée sera moins précise, je pense, et c'est plus difficile de se projeter, par exemple, sur un pot de peinture. Qu'est-ce que ça va donner, on va dire, sur un mur, telle armoire dans l'agencement de tel appartement. C'est quelque chose de plus difficile en fait à percevoir pour le consommateur. Mais comme on vous l'a dit, les consommateurs sont de plus en plus connectés et auront des habitudes de plus en plus digitalisées. Et donc, il y a de très fortes chances pour que ce soit plus automatique pour lui de se projeter de cette façon-là, surtout avec des services qui se développent comme la réalité virtuelle, qui peuvent aider justement dans ces problèmes de... comment dire Je n'ai pas le droit de parler. De projection, pardon. Voilà. Merci. Alors, vous avez parlé des QR codes sur les packaging ou entre autres. Et est-ce que vous avez une statistique sur un pourcentage de consommateurs qui flashent un QR code aujourd'hui? Alors, on n'a pas de statistiques, mais on a vu que en fait, les consommateurs, eux, sont de plus en plus connectés dans leur expérience en magasin. Donc, on est même allé tester dans des enseignes comme à Leroy Merlin les flashcodes, mais en fait, certains ne sont pas utiles. Par exemple, quand on en flash un de la marque d'un concurrent à vous, le flashcode en fait mène à une page pas du tout responsive du site. Donc, il faut quand même que ce soit utilisé à bon escient et que ça mène, par exemple, à une inspiration, à votre chaîne YouTube ou à une fiche produit détaillée, mais on ne peut pas tout mettre en fait sur le produit. Enfin, le packaging ne peut pas tout contenir, donc ça serait pour aller plus loin dans l'information, comme le consommateur veut être sûr de son choix. Donc le consommateur est plus connecté, certes, mais on n'a pas vraiment de données fiables sur le fait qu'il va utiliser le QR code. Oui. Du coup, on a estimé que comme il était connecté, l'utilisation du QR code pouvait être intéressante. Ça vous paraît évident de ce fait? Mais on ne sait pas en fait. Après, l'idée, c'est pas non plus de passer toute l'information sur le QR code, mais de garder, on va dire, l'essentiel sur l'emballage, sur le packaging, et le QR code pourra servir de complément, en gros, pour aller plus loin. J'ai une question. Est-ce que vous utilisez des QR codes avant cette étude? Oui. Souvent? Comme on n'en rencontre pas énormément, on n'a pas trop l'occasion de le faire, mais quand on peut, quand on en a et qu'on pense qu'il y a un intérêt, oui, on va aller voir. Ok, merci. Après, on peut aussi donner envie aux consommateurs de scanner le code si on met sur le packaging qu'il peut y avoir un tutoriel, par exemple, avec la peinture qui s'apprête à acheter. On va rester sur le numérique. J'ai une question sur la notion de Pinterest, parce que vous l'avez mis en avant, vous avez dit que c'était très intéressant, que ça permettait de toucher les femmes. Est-ce que vous connaissez les parts de marché de Pinterest en France au niveau des réseaux sociaux? On a remarqué que la marque de peinture Tolins, eux, s'en servaient, qu'ils faisaient de la veille avec. Ils suivent notamment plusieurs influenceurs et des concurrents. Dans les sources de notre dossier, il y a un dossier sur Pinterest, donc le chiffre doit être à l'intérieur, je ne l'ai pas en tête malheureusement, mais on sait que vos concurrents se servent de Pinterest pour faire de la veille. Mais pas, pour la communication, c'est pas forcément, ça va pas. Est-ce que ça va développer les ventes d'être sur Pinterest? En fait, sur Pinterest, on a remarqué que quand on tapait les 3 mots tendance, inspiration, décoration, il y avait énormément d'épingles de la marque Maison du Monde qui ressortaient. Et eux, ils présentent des inspirations déco, ils présentent leurs produits, et quand on clique, on peut arriver sur le produit en question, et on peut même retrouver des inspirations. Donc si, par exemple, vous avez un compte Pinterest avec une présentation, une inspiration ou un pot de peinture, lorsqu'on clique, on peut par exemple retrouver la page de votre site qui concerne les inspirations déco. Je vais continuer sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Est-ce que vous connaissez des marques qui sont dans le domaine du bricolage, qui sont présentes sur Twitter? Et est-ce que ça sera la meilleure plateforme pour faire du SAV? Pour le SAV, c'est... Dans le domaine du bricolage, je parle. Parce que vos chiffres étaient donnés, je pense, sur générique. Et est-ce que vous avez les chiffres sur le bricolage? Et notamment le SAV dans le domaine de la peinture? Alors ça ne concerne pas le SAV dans le domaine de la peinture, mais après, dans le SAV global, c'est là où les consommateurs se dirigent en premier. Comme on l'a vu, c'est 80% des questions qui concernent le SAV sont posées sur Twitter aujourd'hui.
Après, moi, en fait, c'est une Vous avez des solution. chiffres sur les questions qui sont posées directement sur le site ou directement à l'outline pour parler de la répartition des appels entrants ou des demandes entrantes à SAV? J'ai pas compris la question. Alors, moi, en fait, quand j'ai un problème avec un produit, je regarde s'il y a un numéro SAV, je regarde s'il y a un support mail, si j'ai acheté en ligne, etc. Donc ça, c'est pas forcément visible de l'extérieur, je pense. Les échanges qu'il y a entre la marque en SAV par appel téléphonique. Et vous dites qu'aujourd'hui, 80% des demandes de SAV sont faites sur Twitter. Est-ce que vous êtes sûr de ce chiffre? Est-ce que vous avez des chiffres sur les demandes sortantes et allant directement vers la marque? La source est dans la fin du dossier, ça vient du compte business, Twitter Business. Ils ont fait une infographie complète sur tout ce qui concerne le SAV. Après, en fait, la marque peut mettre ses réseaux sociaux, par exemple sur le site ou même sur les produits. Le site peut mettre ses réseaux sociaux à disposition, il peut les marquer même sur le packaging. Et l'avantage, c'est que c'est gratuit. Souvent, les numéros de SAV sont surtaxés. Et ça permet aussi d'avoir une réponse plus rapide. J'avais une question par rapport à ce que vous indiquez dans votre dossier. Vous dites qu'aujourd'hui, on est des simples consommateurs et que le consommateur de demain est consommateur. Ça veut dire quoi aujourd'hui quand on dit qu'on est des simples consommateurs? En fait, on ne parle pas seulement de consommateur, on dit que là, il tend à devenir un consommateur. Du coup, là, on est en pleine période de transition, mais on ne dit pas négativement qu'on est aujourd'hui un simple consommateur. Il est en train de se transformer parce qu'il devient acteur dans le secteur. Il devient acteur dans le marché. Maintenant, on tient compte des avis du consommateur. C'est pour ça qu'on appelle ça un consommateur. Moi, j'avais une question qui m'intéressait tout particulièrement. Vous n'en avez pas parlé là. C'était sur la notion d'e-réputation. Vous avez fait une analyse sur les réputations dans le dossier. J'aurais voulu connaître la méthode que vous avez réalisée. Enfin, comment vous avez fait, pardon, pour arriver à cette analyse de l'e-réputation. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé l'analyse SimilarWeb, donc de v33.fr. On a regardé en faisant des recherches, que ce soit juste simplement sur Google, on a regardé sur les différents réseaux sociaux. Et après, il y a par exemple des logiciels, mais aussi des spécialistes qui vont pouvoir permettre d'aller plus loin à ce niveau-là. Là, on a fait quelque chose d'assez basique, on peut dire, mais c'est quelque chose qui a développé en tout cas.